Allez, salut tout le monde, c'est Dogma, j'espère que vous allez bien. Un petit peu à la bourre, on va s'attaquer au top 10 des jeux 2024, en tout cas mon top 10 à moi, parce qu'il ne sera probablement pas le même que le vôtre. Il arrive un petit peu en décalé parce que déjà il y avait pas mal de vidéos qui étaient prévues et surtout parce qu'il y avait quelques jeux que je voulais encore tester avant de faire ce top parce que finalement une fois qu'on a fait un top 2024, on ne revient plus jamais sur ce top et donc autant essayer d'avoir brassé le plus de jeux possible. Bien sûr, j'ai pas joué à tous les jeux du monde, mais il y en avait 2-3 qui potentiellement pouvaient être sur ma shortlist et finalement n'y sont pas. Donc tant pis, j'aurais pu vous sortir ce top un mois plus tôt, mais c'est pas grave, je sais que vous avez tous beaucoup cliqué. Je vais être assez bref sur les jeux, même si je sais qu'en fait pas du tout et que la vidéo va durer 45 minutes, mais il y a sur ces 10 jeux quasiment à chaque fois une vidéo, même une vidéo dédiée, une vidéo partie sur quasiment, il y a une vidéo sur 9 de ces 10 jeux. Donc je pourrais mettre dans le titre, le numéro Intel va vous surprendre parce que oui, je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne. Comme d'habitude, vous le savez très bien, il y a un timer, donc si vous voulez juste connaître les titres, bam 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 bam, vous avez juste à cliquer aux endroits qui vous intéressent, ça va niquer mon watch time, mais au moins vous allez gagner du temps. Et allez, c'est parti, on commence par le 10e. Moi, vous le savez, je joue un petit peu à tout, et notamment chaque jeu a finalement son moment privilégié, son moment dans la journée, son moment dans la vie, etc. Et donc, je ne fais pas que des jeux experts, d'ailleurs, j'en fais pas tant que ça, et il y a des soirs où vous êtes un peu fatigué, on vous a fait chier au travail, votre gosse a mis 15 ans à s'endormir, vous voulez un truc un peu détente, mais quand même très légèrement casse-tête, et bien c'est exactement là que va se positionner ce 10e jeu, et même un peu les derniers jeux de ce top. Et en 10e position, nous avons Redwood, un jeu édité par Seeddown, un jeu de Christophe Rimbaud et illustré par Edu Valls. C'est un jeu que j'avais failli kickstarter la totale à 250 balles, etc. Puis je me dis, tu risques d'y jouer 4-5 fois, claque pas autant dans un jeu. Finalement, j'y ai joué beaucoup plus de 4-5 fois, mais je n'ai quand même pas l'édition collector, je n'ai que cette édition de base. En vrai, j'ai acheté l'extension, donc j'ai un peu plus de contenu. Redwood, en fait, l'idée, c'est d'aller prendre des photos, des fleurs, des arbres, des différents animaux à travers notre paysage. En fait, ça va être un jeu qui, ludiquement, est assez original, parce qu'à la manière des Warhammer, etc., on va déplacer notre photographe sur plateau avec des patrons. Donc, pas votre directeur, hein, c'est pas lui qui va vous dire « Hey, toi, va là-bas !» Non, vous allez prendre, les petits trucs en plastique qui vont vous dire jusqu'à où vous pouvez vous déplacer. Et ça, pour le coup, c'est assez original parce qu'on a un premier jeu, on ne doit pas toucher la table, rien du tout, on doit regarder les patrons et on doit choisir celui qui va correspondre. Et une fois qu'on s'est déplacé, eh bien, c'est exactement pareil, on va prendre le patron qui correspond cette fois-ci à l'angle de vue de la photo. Il y a des angles de vue qui sont très longs mais très fins si on veut prendre quelque chose assez loin, d'autres qui sont très larges mais peu profonds. Bref, vous avez tout un tas et donc ça va être juste un jeu où on va devoir essayer de s'orienter, de trouver l'angle, le meilleur angle pour faire les différents objectifs qui vont être tirés à chaque partie et les différents scorings qui sont connus. Il y a un mode solo qui comprend 8 scénarios avec des petits twists au niveau du gameplay, des petits objectifs, etc. C'est franchement pas mal. Il y a une vidéo dédiée avec une petite erreur de jeu, comme d'habitude sur la chaîne. Effectivement, si vous allez la voir, je vous le dis tout de suite, il faut que les animaux, ce que vous prenez en photo, soient intégralement dans le champ de vision, dans le patron. Moi, je considérais qu'ils scoraient quand ils étaient sur la photo, mais apparemment, pour faire des bonnes photos, il faut que l'animal soit totalement sur la photo, ce qui en pratique n'est pas totalement vrai, mais ça rend le jeu un tout petit peu plus complexe au niveau du scoring. Du coup voilà, c'est un jeu détente, un jeu où on va juste observer notre petit plateau, essayer de voir comment se positionner pour faire la meilleure photo. Il y a plutôt une belle rejouabilité parce qu'il y a pas mal de petits trucs qui changent entre chaque partie, et franchement, c'est super plaisant avec un matériel qui sort un petit peu des sentiers battus. En 9e position, on est exactement dans ce genre de jeu, exactement le même moment, le soir, assez tard, quand on est fatigué. Celui-ci est un petit peu devant parce que finalement, il va s'installer un peu plus rapidement. Là, c'est pas très loin installé, mais finalement, il y a quelques petits trucs à bricoler, à clipser au niveau du plateau, etc. Celui-ci, du coup, est un peu plus immédiat et il est un peu plus haut dans mon top parce que ma compagne le préfère, on arrive à y jouer à deux, on joue aussi à Redwood à deux, mais du coup celui-là le préfère, donc il a grappillé une petite place supplémentaire. Il s'agit d'Harmony qui sera probablement nommé à l'As d'Or. Est-ce qu'il gagnera? Je ne sais pas, mais là encore une fois, c'est très sympa. Encore un joli petit casse-tête avec des illustrations faites par comment elle s'appelle? Par Maeva Del Silva, qui font vraiment tout le charme de jeu. Clairement, c'est ça, c'est cette boîte qui donne envie de jouer au jeu, parce qu'après, une fois qu'on est sur le jeu en lui-même, les petits pions sont des pions en bois sans particularité, mais par contre, les cartes sont magnifiques et ça donne toute l'atmosphère au jeu. Là, encore une fois, c'est vraiment un pur casse-tête. Vous devez, pour scorer, par exemple, le petit lapin, alors je crois pas qu'il y ait de lapin dans le jeu en pratique,
et ben disposer les jetons de telle couleur dans tel autre sens. Et donc à chaque tour, vous avez une phase où vous allez pouvoir récupérer des jetons et devoir les placer un peu comme vous voulez sur votre plateau, sachant que ces jetons, ils ont des scorings en eux-mêmes, c'est-à-dire que les montagnes, les grilles, ils doivent plutôt faire des chaînes, les rivières, pareil, doivent faire une longueur, les champs doivent être au moins 2 adjacents pour pouvoir scorer, mais en même temps, en plus de leur scoring propre, vous devez valider les scorings des animaux que vous récupérez pour essayer de maximiser les points. Un vrai puzzle, un vrai casse-tête. Le mode solo est finalement pas si bon que ça, c'est juste globalement un bâton score. Ça reste assez simpliste, mais le plaisir du jeu, de faire son petit casse-tête, de faire son petit puzzle, franchement, ça marche du feu de Dieu, ça détend, ça prend pas beaucoup de temps, une partie c'est 15 minutes, on réfléchit un peu, ça marche très bien. Par contre, si vous voulez un solo un petit peu mieux travaillé, eh bien, il y a une campagne solo avec des objectifs qui est présent sur BGG, et puis il y a également, je vous laisse aller voir, je vous laisse taper sur Google la tanière des JCE TV. Il a créé aussi son petit mode solo qui, pour le coup, permet d'éviter de faire une campagne avec plein de scénarios, etc. et qui marche, qui a l'air de marcher plutôt pas mal. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais je vous propose 2 variantes solo si jamais le mode solo de la boîte de base ne vous convient pas totalement, mais sinon, le plaisir du petit casse-tête, il est parfait. Vous avez un petit peu de verticalité qui crée une atmosphère, quelque chose au niveau de ce jeu, et c'est tout simplement magnifique. Le 8e, je suis pas surpris qu'il soit dans ce top, mais je suis quand même un petit peu surpris qu'il soit dans ce top. Comment j'ai décidé de faire ce top? Et bien tout simplement, j'ai regardé sur MyLudo tous les jeux auxquels j'ai joué en 2024 et qui sont sortis en 2024. J'ai retiré les Kickstarter, je veux que des jeux qui sont sortis en français, des jeux qui potentiellement sont récupérables. Alors, il peut y avoir des ruptures de stock, etc. Mais si je veux faire un top, ça va créer des envies, donc il faut que ce soit des jeux qui soient jouables. Ça sert à rien de vous mettre un jeu qui est sorti en 3 exemplaires, qui était limité à Kickstarter, juste pour vous faire baver. Et donc j'avais une shortlist de 15. Sur ces 15, j'ai réussi à en supprimer 2, il en restait 13, et du coup, comment j'ai fait? Je me suis fait un pub meeple. Vous savez, c'est ce truc où vous rentrez vos jeux et après vous faites des combats. Ça contre ça, lequel gagne, ça contre ça, lequel gagne, ça contre ça, lequel gagne. Et c'est exactement comme ça que ce top a été créé. J'avais donc les 12 places. J'ai juste inversé Redwood et Harmonix parce que je voulais quand même qu'Harmonix soit au-dessus parce que clairement j'y ai plus joué que Redwood. Mais c'est comme ça que le 8e s'est retrouvé là. Alors un jeu que j'aime beaucoup, mais je pensais qu'il sortirait, qu'il serait extrait du top 10 avec cette compétition, mais finalement il s'avère que je le préfère à d'autres jeux. Il s'agit de First in Flight, un jeu édité par Happy Maples Games, un jeu de Ben Rossett et Matthew O'Malley, et c'est illustré par Thomas Bogus. Bogus, je sais pas comment ça se prononce. De toute façon, il ne regardera pas cette vidéo, il n'est pas français. First in Flight, c'est un jeu que j'attendais. C'est un jeu qui, j'avais peur d'être déçu parce que c'est un jeu qui propose 2 choses que j'aime beaucoup. Le deck building, on sait que ça marche très bien en solo, donc là-dessus, pas de souci. Et une mécanique de stop ou encore. Et on sait que là, généralement, c'est là où les jeux se ramassent. Il n'y a pas beaucoup de jeux de stop ou encore qui proposent du solo, et notamment le jeu là de Nostromo Édition, Ra ou je sais pas quoi, là où il y a un dieu égyptien sur la boîte, et bien ça ne marche absolument pas en solo. Malgré le mode, c'est un petit peu cassé, il n'y a pas cette tension, on n'a pas ce stress du stop ou encore qui est important pour ce jeu. Et là, ça le réussit à merveille. C'est un jeu où le but, on est à la période où on va créer nos premiers petits coucous, nos premiers avions, etc. Et donc on va devoir essayer de faire les vols le plus loin possible. Pour ça, on a des cartes, et donc on va tirer ces cartes, et ces cartes ont des valeurs, et donc vous l'additionnez, et ça dit le nombre de mètres, de yards, de centaines de mètres que vous avez parcouru. Sauf que dans votre deck, comme tout deck building, enfin pas tous, mais il y a des cartes rouges, des cartes finalement panique, des panne d'essence, patati patata. Et donc c'est un jeu stop encore. Vous tirez votre deck, Par contre, si à un moment, bam, il y a 3 échecs, eh bien vous crachez et donc pas de bol. Et finalement, au plus vous allez loin, plus ça vous donne des points de victoire, et puis petit à petit sur la piste, vous allez récupérer de l'argent, etc. Vous allez pouvoir améliorer votre deck, vous allez pouvoir retirer certaines de ces pannes, vous allez rajouter des pouvoirs en plus qui vont vous permettre d'annuler des pannes, ou de vous déplacer un peu plus, ou voilà, vous avez plein de cartes autour, mais vous avez ce stress de vous cracher, et vous voulez vraiment aller le plus loin possible, parce que si vous avancez de 10 mètres, bon, c'est pas des mètres, mais peu importe, ça va vous donner des points. La prochaine fois, vous avancez de 12 mètres, non, ça ne vous rajoute pas 12 points, ça bat votre meilleur score, et donc le but c'est d'essayer, au cours de la partie, de faire le plus gros déplacement, le plus gros vol. Et donc vous avez à tout prix ce stress de vous cracher, vous avez ce stress, vous savez que vous avez les bonnes cartes, que vous avez pioché les bonnes cartes, et donc finalement vous avez un stress de ne pas les piocher, de faire un vol tout pourri alors que vous avez un deck, mais et bien finalement comme c'est votre meilleur score qui est enregistré, jusqu'à la dernière manche, même si vous avez fait une partie toute pourrie, eh bien vous avez une chance que les cartes tombent dans le bon ordre et que vous fassiez votre super vol plané, même si finalement vous avez peut-être
acheté moins de cartes que les adversaires, que vous avez un deck un peu en retard, vous avez cette chance que vous ne piochez pas les pannes et d'aller assez loin, ou alors d'avoir récupéré les petits bonus qui permettent d'annuler les pannes, etc. Ça marche super bien. C'est un jeu qui est très plaisant, c'est un jeu qui est assez léger, il n'y a pas une stratégie de fou furieux, mais j'adore le stop ou encore, et pouvoir y jouer en solo, pour le coup j'arrive à y jouer avec ma compagne parce qu'elle aime bien aussi cette mécanique, et ben je trouve que ça marche très très bien. Le gros inconvénient, et autant dans cette vidéo je suis assez court sur les avis parce qu'il y a des vidéos dédiées, autant celui-ci je vous le dis quand même, l'inconvénient, c'est qu'il coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il est. C'est un jeu qui, je crois, à 65 € alors que vous n'avez globalement que des cartes. Vous avez tout le matériel en double pour jouer en français et en hollandais, hein, parce que c'est Happy Meeple Game, donc une boîte belge. Mais voilà, il faut se le dire, le jeu est beaucoup trop cher. Le jeu pourrait coûter 20 € de moins, que ça serait très bien. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est, je pense, son principal défaut, parce que sinon, il est très très bien, mais son prix va en décourager plus d'un. En 7e position, on a maintenant les Ribot Aventure Solo en Ostérion, un jeu de France Couder illustré par Guillaume Tavernier, c'est édité par De Architectura. Là aussi, si vous regardez la partie solo, il y a une erreur de jeu qui rend le jeu un peu plus simple. N'hésitez pas à lire les commentaires pour savoir laquelle est-ce. De toute façon, je vous en reparle tout de suite. Et c'est là où on va voir si le montage a été bon, parce que oui, je retourne cette petite séquence, parce que vous l'avez peut-être remarqué, il y a le saut qui crapote depuis le début de la vidéo, et il y a des séquences que je vais être obligé de retourner, donc vous allez peut-être voir ma tronche très légèrement modifiée. Ce n'est pas vous qui déconnez, c'est mon micro. C'est un jeu uniquement solo, ça va être un petit jeu de manipulation de dés, où finalement on va devoir affronter différents ennemis, différents boss pour arriver jusqu'au bout. Alors il y a une petite mécanique à la Slay the Spire où on a un petit arbre de chemin, on va pouvoir du coup choisir si on fait plutôt des rencontres, si on va plutôt attaquer des ennemis, si on va plutôt aller piocher des objets, récupérer un peu de vie, etc. Très souvent vous allez faire des combats, et sur ces combats, vous allez avoir une équipe de 3 ribots que vous allez pouvoir choisir ou prendre aléatoirement, et donc vous avez des lancers de dés, et ces lancers de dés finalement vont vous permettre d'activer les pouvoirs des cartes des différents héros. Sachant que ces héros, vous allez pouvoir les améliorer, parce que quand vous vainquez des ennemis, vous récupérez la carte qui du coup apporte un pouvoir spécial, donc vous allez pouvoir augmenter les pouvoirs de vos héros petit à petit. La petite erreur dans la vidéo, si jamais vous allez la voir, mais de toute façon, si vous lisez les commentaires, c'est écrit partout, c'est que moi j'activais tout simplement plusieurs compétences si je voulais par héros. En fait, c'est une compétence par héros par tour, donc vous ne pourrez activer que 3 compétences par tour, quoi que vous fassiez, même si vous avez beaucoup trop de dés. Avoir trop de dés vous permet juste finalement de choisir les valeurs plus facilement. Mais donc voilà, forcément le jeu devient beaucoup plus compliqué si vous ne pouvez activer que 3 compétences et non plus 5 ou 6 en fonction de vos dés. C'est un jeu très plaisant, c'est un jeu très simple, c'est un jeu finalement avec suffisamment de rejouabilité pour ce qu'on en veut, parce qu'il y a finalement une bonne petite couche de cartes ennemies, une bonne petite couche de cartes événements, il y a différents objets, il y a pas mal de ribots qui vont changer un petit peu la manière de jouer, d'autres qui sont plutôt magiciens, d'autres plutôt tank, d'autres plutôt heal, etc. Le jeu n'est pas trop important au niveau du matériel, il n'y a pas trop de cartes qui nous fait dire ouais c'est bien, il y a plein de rejouabilité, mais finalement on se ferait chier à mélanger tout ça, etc. Je trouve que c'est pile poil calibré, c'est du coup un jeu qui est beaucoup plus dur que je le trouvais au début, et tant mieux, parce que je trouvais que le jeu était finalement un peu simple, mais tout simplement que c'était une erreur de règle. Et voilà, c'est fluide. Si vous voulez un petit jeu, encore une fois, un petit jeu tranquille, comme la première moitié de ce top, c'est plutôt des jeux que j'apprécie, parce que c'est des jeux qui me permettent de me détendre, de jouer, d'avoir quand même une petite activité saine le soir, plutôt que de rester comme un connard sur YouTube ou sur Facebook à scroller. Voilà, ce sont des petits jeux qui sont pas trop prises de tête, qui s'installent rapidement et qui se jouent facilement. Là maintenant, on va commencer à arriver dans les jeux qui, passent un petit step au niveau de la difficulté. Alors pas tous, il y a encore des jeux assez simples, mais là on commence à rentrer dans les jeux qui finalement me passionnent un peu plus, mais qui nécessitent d'avoir un peu plus d'investissement, d'être un peu plus concentré, d'être un peu plus en forme, parce qu'il va falloir vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Donc on passe un petit seuil au niveau du côté expert. On va donc arriver au 6e avec Endeavor Eau Profonde, édité par Super Meeple. C'est une sorte de reboot, de remaster, de nouvelle version en tout cas de Endeavor, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui était dans un univers de pirates. Là on est dans un univers sous-marin. Alors, mis à part que je trouve la boîte très esthétique, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool, même si on n'appréciera pas tout, même si tout le monde n'appréciera pas le côté sous-marin. J'étais pas sûr d'aimer, parce que aller faire de la plongée sous-marine avec des sous-marins, c'est pas un truc qui me branche plus que ça. En plus, du coup, on se doute bien que tout va être assez bleu, puisqu'on va aller sous l'eau, un peu foncé, etc. Mais le jeu de base ayant des critiques quand même assez dithyrambiques, j'avais envie de tester ça. D'ailleurs, c'est des cuisses de Karl Visser et Jarad Gray, illustrés par Maroussa Gorjour Faed Al-Rajil. Ah non, il y a une virgule, j'allais dire, sinon ça commence à devenir un long un peu à rallonge. Donc Maroussa Gorjour Faed Al-Rajil et Josh Capel. Et en fait, c'est un jeu qui est vraiment
est génial, hein. De toute façon, comme tous ces jeux dans cette vidéo sont géniaux, sinon ils ne seraient pas dans ce top 10. C'est un jeu qui propose un mode solo top. C'est un jeu coopératif, donc un jeu qui se joue finalement parfaitement en solo. Enfin, il y a un mode compétitif, mais il y a un mode coopératif, c'est celui qui nous intéresse. Et d'ailleurs, je pense que le mode coopératif est peut-être plus intéressant, permet en tout cas plus de rejouabilité, parce que on va avoir des chapitres, on a 10 chapitres différents qui rapportent un petit scénario, mais bon, totalement balèque, hein, on pourrait faire les 10 scénarios totalement comme ça, et qui vont nous donner des objectifs. Pour gagner, en fonction de votre niveau de difficulté, vous devez valider un certain nombre d'objectifs. Donc vous savez déjà en début de partie quels sont les objectifs que vous allez devoir faire, et donc ceux sur lesquels vous allez miser. Il y a quelques objectifs qui sont tirés aléatoirement d'ailleurs pour chaque chapitre, mais sinon il y en a certains qui sont fixes. Chacun de ces chapitres, en plus de ces objectifs, va rapporter un petit gimmick, une petite règle, un petit truc supplémentaire, un petit plateau annexe, bref, un petit truc qui fait que chaque scénario est différent. C'est un jeu qui pourrait finalement se rapporter un peu à de la pose d'ouvrier, c'est-à-dire qu'au début de chaque manche, vous allez recruter une nouvelle personne pour aller dans votre sous-marin. Cette personne, ça va être une petite tuile, une carte qui finalement va vous apporter des pouvoirs. Donc vous créez vous-même votre champ d'action possible. Et donc vous allez avoir des petits ronds, des petits tokens, enfin, c'est pas des tokens d'ailleurs, c'est en bois, pour activer ces personnages. Et donc c'est pour ça que c'est une mécanique un peu de pose d'ouvrier, parce qu'une fois que ces personnages sont posés, eh bien ça vient bloquer l'emplacement, vous ne pouvez pas les réactiver. Mais c'est pas un truc commun, c'est vraiment un truc personnel. Et donc, à vous de gérer comment les placer pour pouvoir avancer, aller explorer les tuiles, aller explorer les profondeurs de l'océan. Et ce qui est très cool, c'est que ces tuiles océan, qui sont de plusieurs niveaux de profondeur, eh ben, il y a quand même pas mal de tuiles différentes et vous avez toujours le plaisir de la retourner et de voir quel sera le bonus. Parce que quand vous explorez, vous gagnez un bonus immédiat et donc vous espérez avoir les actions nécessaires sur la tuile parce que vous cherchez à valider des objectifs, donc il faut avoir ces actions pour pouvoir aller valider ces objectifs, mais vous espérez avoir aussi un bonus qui vous arrange vraiment bien. En plus, les tuiles sont vraiment très sympas, on a vraiment ce côté exploration parce que dessus on va avoir, tout d'un coup on va tomber sur un banc de requins, on va tomber sur un poulpe, on va tomber sur un navire qui a coulé, etc. Donc le côté exploration est assez sympa, mais du coup on a vraiment ce casse-tête de comment poser mes jetons pour réussir à faire le plus d'actions possible. Parce que finalement, quand vous avez plus de jetons dans votre zone, votre manche elle est terminée, il va falloir passer à la phase de récupération. Et donc, il y a vraiment un casse-tête de comment faire pour les placer, mais réussir à valider des actions qui vont me permettre de retirer des jetons pour pouvoir en rejouer, etc. Il y a vraiment cette montée en puissance où vous allez réussir tout au long de la partie à faire de plus en plus d'actions et de plus en plus fortes. Attention, le jeu est vraiment, et c'est ça qui le rend super bien, c'est que le jeu est vraiment ultra serré. Il faut calculer ses coups, c'est vraiment un vrai jeu expert. On peut vraiment très mal jouer, et les premières parties on va mal jouer, et le jeu en mode normal est quand même assez compliqué, il vous laisse peu le droit à l'erreur, et donc c'est pas un jeu où vous allez commencer à jouer et dire ah, ok, je suis plutôt bien parti vers cet objectif là, donc on va continuer ici là. Non, dès le début de la partie, il faut choisir les objectifs que vous allez prendre, en fonction de votre niveau de difficulté, vous savez si vous devez en valider 3 à 4 ou plus, donc vous allez dessus et vous faites ce qu'il faut pour réussir. Si vous n'allez pas dans ce sens-là, que vous papillonnez un peu, vous allez trouver le jeu beaucoup trop frustrant et nul, et ben non, ça c'est juste que vous jouez mal, il faut vraiment partir sur une stratégie et faire ce qu'il faut pour la maximiser et donc choisir les équipages qui vont aller parfaitement dans ce sens ou pas. Et finalement, une fois que vous verrez ça, une fois que vous aurez compris ça, vous verrez que le jeu n'est pas si compliqué que ça. Bien sûr que les niveaux avancés sont compliqués et en même temps c'est un jeu avec une mouture coopérative, donc on ne peut pas gagner du premier coup. Et je pense que le niveau maximal et même le niveau difficile sont quasiment impossibles, mais en tout cas, en normal, il y a plutôt un bon challenge, il y a une bonne course, on va jamais gagner, on va gagner toujours limite, mais du coup je trouve ça parfaitement calibré. Un bon gros casse-tête de réflexion type Eurogame avec un petit côté exploration sous-marine qui finalement apporte un petit peu de fun et un petit peu de fraîcheur à ce jeu. Allez, on arrive au top 5, un jeu qui se doit d'être obligatoirement dans tous les tops des jeux solo parce que finalement il montre l'amour que peuvent avoir cette maison d'édition pour les joueurs solo. Il s'agit de 20 Strong, ou 20 Strong comme les plus gros français d'entre vous disent. 20 Strong, c'est finalement un mécanisme de jeu. C'est votre console de jeu et dedans vous mettez vos cartouches à l'ancienne. Cette boîte de base inclut Sentinelle Solaire,
qui est pour moi le meilleur des 3 jeux sortis actuellement, mais vous avez aussi une version Too Many Bones et une version Hoplomachus Victorum, mais il faut toujours la boîte de base, parce que c'est là où vous aurez les dés, et c'est là où vous aurez les règles et vraiment la console, le mode de jeu. Pourquoi je dis que c'est un amour aux joueurs solo? On sait que Chip Theory Games, qui est l'éditeur principal, même si c'est localisé par Lucky Duck Games, dans tous leurs jeux, il y a un mode solo, et ce sont toujours des modes solo qui sont travaillés avec amour. Que ce soit sur Cloud Spire avec une campagne, que ce soit sur Too Many Bones, etc. On a vraiment toujours des modes solo très travaillés, en tout cas des jeux qui se jouent très bien en solo. Le mode solo n'est pas forcément des fois plus travaillé. Dans Too Many Bones, globalement, il n'y a pas de choses en plus pour le solo. D'ailleurs, c'est même mieux de jouer à 2 personnages, mais ce sont toujours des jeux parfaitement calibrés. Et là, ils se sont dit, eh bien, on va faire un jeu uniquement pour les joueurs solo. Et pourtant, on va créer une idée originale, on va créer une mécanique originale, et on va permettre, avec un seul mode de jeu, de pouvoir créer des jeux différents. Et là, pour l'instant, c'est ce qu'on a. On a 3 jeux différents. Too Many Bones ressemble quand même pas mal à Sentinelle solaire, mais Hoplomachus Victorum, tout en utilisant 80% du tronc commun des règles, va être un jeu totalement différent. Et c'est ça que je salue, c'est que finalement, on aurait pu se dire les jeux solo, ça va être qu'une petite frange de la population, c'est pas là où on va faire notre beurre, et bien finalement, tant pis, on va proposer quelque chose d'original, quelque chose qui peut être agrémenté, amélioré avec le temps. Et d'ailleurs, cette année, il y aura la saison 2 avec des personnages de contes de fées, Tanglewood, qui va sortir, et puis, donc ça c'est annoncé pour de la VF, et puis il y a aussi une version Cloud Spire qui ne sera pas traduite en français, en tout cas pour l'instant ce n'est pas prévu, donc c'est vraiment un truc qui ne laisse pas tomber. Ils en proposent en financement participatif de plus en plus, et je trouve ça vraiment cool. L'idée de base de ce jeu, c'est que vous avez un gros pool de dés qui sentent l'essence à la sortie de la boîte, et ces dés-là ont plusieurs couleurs, et en fonction de la couleur, eh bien la probabilité d'avoir un succès, ce sont des dés avec soit des succès, soit des échecs, il n'y a pas de valeur dessus. Eh bien, il y a des dés qui sont beaucoup plus forts que d'autres, avec beaucoup plus de chances de succès, et donc, quand vous prenez des dés pour valider des défis qu'il y a sur une carte, ces dés-là sont défaussés. Donc à vous de choisir quel est le risque que vous prenez. Est-ce que c'est une carte très importante, donc je prends que des gros dés parce que je veux vraiment réussir, ou est-ce que je peux me permettre de prendre des dés un peu plus nuls parce que c'est une carte moins importante et je sais que ma probabilité de réussir le coup va être suffisante. Donc ça va vraiment être un jeu avec tout en étant un jeu de lancer de dés finalement, avec une mécanique très originale de gérer les dés en fonction de leur taux de succès. Et donc avec ça, finalement, vous avez des univers qui vous proposent des règles supplémentaires avec un petit peu de loot, un petit peu de combat, un petit peu de défi. C'est vraiment 3 jeux différents. Je préfère la version Sentinelle solaire qui va plus à l'essentiel, mais c'est vraiment un concept original, et c'est ce concept qui est en 5e place plus que les jeux. Alors si, j'aime beaucoup les jeux, mais je trouve ça vraiment top. Alors certes, ce n'est pas présent en boutique, c'est présent que sur le site internet de Lucky Duck Games ou via la boutique Lucky Duck Games de Philibert, mais en tout cas c'est que de la vente directement de l'éditeur à vous, parce que clairement c'est un jeu qui est cher. Je crois que si vous prenez la boîte de base, je crois que c'est 50 balles pour un petit jeu comme ça, mais vous savez, on a des bodés, c'est des cartes en BVC, etc. C'est Chip Theory Game, donc ce qui est cheap, c'est pas le prix, c'est pas ce chip là, c'est juste parce qu'il y a souvent des chips, il y a des chips de poker, d'ailleurs il y a un chip de poker dans cette boîte là, donc en boutique ça serait pas tenable, le jeu serait trop cher parce qu'il y aura encore une marge dessus de la boutique, donc c'est vraiment que de la vente directement aux consommateurs, et c'est franchement vraiment top, et je suis pressé de recevoir les 4 prochaines boîtes que j'attends. On arrive en 4e position, et c'est rigolo, c'est que tous les jeux qui sont dans ce top 5 sont des jeux qui sont sortis maintenant il y a plus de 6 mois, à part une exception, mais sinon ils sont tous sortis quasiment même en début d'année. Alors pourquoi ils sont arrivés en début d'année et qu'ils sont dans ce top là? Est-ce que c'est parce que justement c'est des jeux que j'ai eu le temps de plus jouer et du coup j'ai eu le temps d'encore plus les apprécier? Ou est-ce que la fin de l'année a été plus nulle? Je ne sais pas, mais en tout cas on est que sur des vieux jeux, parce que 20 Strong, je l'avais ramené à Cannes pour y jouer le soir, et le 4e jeu, c'est un jeu, la vidéo qui est sortie justement pendant Cannes, donc j'avais joué la semaine précédente, mais pas que. Il s'agit de la version coopérative de Unmatch, qui s'appelle Unmatch Aventure, Chroniques Inouïes pour cette première boîte. Encore une fois, ça c'est un jeu que j'avais failli kickstarter, et puis finalement, j'avais trouvé que c'était un peu cher, parce que je comptais prendre les petites extensions, les petits pimps, etc. Et puis je me suis dit, bon, les jeux Unmatch sont en français, pour la plupart, on me dit il y a peut-être moyen que ça sorte en français et que ça me coûte moins cher. Bon, finalement, je l'ai même eu de Yellow, donc finalement ça m'a coûté rien du tout. Et c'est un jeu que je rêvais d'avoir, parce que moi, Unmatch, j'ai beaucoup de boîtes. Je les ai pas toutes. Beaucoup de boîtes, mais malheureusement ma compagne n'aime pas du tout ce jeu.
C'est vraiment un jeu d'affrontement, un jeu où on va jouer des cartes pour se déplacer sur un plateau et se foutre, se faire des pièges et se mettre des coups dedans. C'est vraiment de l'affrontement direct et avec de la stratégie, avec aussi un petit peu de hasard, parce qu'on n'aura pas toujours les cartes qui vont bien, mais voilà, c'est un jeu de confrontation et c'est tout ce que n'aime pas ma compagne. Et moi, frustré, parce que cet univers de match, le fait de pouvoir jouer le petit chaperon rouge contre Beowulf, le fait d'avoir Hercule qui va jouer contre Nikola Tesla, etc., ou même jouer contre un T-Rex si vous avez la boîte Jurassic Park, je trouve ça exceptionnel. Et puis moi, même si je suis un joueur, j'ai vraiment ce côté collectionneur. Et moi, on me dit, t'as une gamme avec plein de personnages, avec plein de trucs qui va te rendre un jeu ultra riche, avec plein d'univers différents, bah moi je signe direct. Hein. J'ai un des premiers jeux que j'ai, vous voyez, hein, c'est les Dice Throne, et je suis heureux qu'ils aient sorti du Marvel, je suis content qu'ils sortent d'une version un peu Halloween, etc. J'aime qu'on me propose plein de contenu. Hein. J'ai toujours cette petite âme de collectionneur, et ça, Unmatch, c'est clairement pour moi. Mais du coup, si j'ai tous des boîtes mais que je peux pas y jouer, c'est un peu la baise. Et là, du coup, ça me propose un mode coopératif, ce que j'avais vu pour Dice Throne avec Dice Throne Adventures, Adventures, là on a Unmatch Aventure, qui propose une boîte toujours avec du matériel qualitatif, on a toujours un insert où on peut parfaitement bien mettre le petit compteur de vie, le deck qui est personnalisé. Chaque personnage aura des decks avec des pouvoirs différents, mais le dos des decks c'est toujours de toute beauté, on a les personnages qui auront un effet un peu Sunbros, je trouve plus le terme, mais bref, c'est pas juste du plastique, il y a un petit effet dessus. Le jeu est top, le mode coopératif fonctionne très bien. Il y a un gros problème, là aussi on va l'annoncer, c'est que les 4 personnages qui sont dans la boîte sont bien calibrés pour jouer contre les 2 adversaires qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire l'homme papillon et puis l'invasion des extraterrestres. Après, ce qui est une certitude, c'est que si vous jouez avec vos boîtes de jeu, ceux qui sont dans l'autre gamme, tous ces personnages finalement ne sont pas forcément équilibrés. Si vous achetez une seule boîte, souvent, les personnages dans la boîte sont plutôt équilibrés l'un contre l'autre. Par contre, quand vous prenez des personnages de boîtes totalement différentes, déjà dans le mode duel, il peut y avoir un gros déséquilibre. Il peut y avoir des personnages qui sont plus forts que d'autres, déjà parce que les forces de l'autre sont peut-être les faiblesses de l'un, donc il va vraiment y avoir un match-up qui est prévalent pour l'un. Mais là, c'est pareil aussi quand on joue contre le boss. Contre les boss, il me semble que ma partie, j'avais utilisé pour le fun le T-Rex et j'avais roulé sur le jeu parce que le T-Rex, il a plein de points de vie, il se déplace pas beaucoup, mais il fait des grosses torgnolées. Donc là, contre l'homme papillon, c'était parfait parce que souvent l'homme papillon va se téléporter, tac tac, là c'est pas grave, vous le laissez au corps à corps, il vous met des trempes, mais vous pouvez le démonter. Donc oui, ce jeu-là, et en fonction des personnages que vous avez utilisés, peut être totalement cassé et vous allez rouler sur le jeu. Mais le plaisir de jouer avec vos personnages, de faire des match-ups qui n'ont rien à voir, d'avoir des sorties qui vont des fois être compliquées, des fois qui vont être simples, ça fait partie du jeu. Oui, l'équilibre n'est pas parfait, mais si vous prenez que la boîte, de base, l'équilibre est plutôt bon. Mais voilà, moi c'est un jeu que je trouve au niveau du matériel, au niveau du plaisir des cartes, au niveau du plaisir de la thématique, j'aime beaucoup. Il y a toujours des boîtes qui sortent. Il n'y a pas encore de nouvelle boîte Unmatch Aventure qui est prévue, mais mon petit doigt me dit qu'il y a eu un Kickstarter pour les Tortues Ninja l'année dernière, que je n'ai pas pledgé parce qu'en VO, Restoration Games, ça titille. Les lots sont quand même beaucoup plus raisonnables au niveau des prix, donc il y a une version Tortues Ninja qui sortira cette année. Donc peut-être un moment de s'y plonger si jamais vous n'aviez pas encore craqué et que les Tortues Ninja vous parlent un petit peu plus que Golden Bat. D'ailleurs, au mois de février, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo tier list avec tous les personnages, j'ai menti, voilà. Finalement, il y a toujours des personnages que j'ai pas testés, etc. Et comme il y a toujours des boîtes qui sortent, ça en rajoute, et finalement, je me dis que cette vidéo n'intéressera personne. Donc oui, je vous ai dit un truc qui n'arrivera pas, mais vous votez bien pour des gens qui vous font exactement le même coup, alors pourquoi pas moi? Allez, on arrive sur le top 3. Le top 3, voilà. Je vous parlais qu'on était sur des jeux un petit peu plus avancés. Clairement, Unmatch, c'est pas un jeu très poussé au niveau des règles. Clairement, celui-ci, non plus. Il s'agit de The Walking Deck. J'en ai fait une vidéo, j'en ai parlé sur la chaîne de Wawa quand il nous a demandé à moi et d'autres youtubeurs, influenceurs de parler de leur jeu préféré de cette année. J'avais décidé de mettre celui-ci en avant. C'est édité par Studio Cabot, c'est un jeu fait par Jérémy Marchal, illustré par Nectabrod et Thibaut Bachelier. Vous voyez qu'il y a un joli petit sac. Alors, je vous ai dit que c'était que des jeux qui étaient achetables, qui étaient accessibles. Le but, c'était pas de vous faire bisquer. Celui-ci, en tant que tel, n'est plus vendable. C'est une petite mission d'édition, c'est même une association qui édite des jeux à but, ils sont bénévoles en fait, ils ne gagnent pas d'argent, et l'argent c'est un peu le jeu de société du consommateur, c'est-à-dire que le jeu veut rémunérer à juste titre la dame qui fait les sacs, l'illustrateur, l'auteur, etc. Donc c'est des tout petits tirages, chaque tirage je crois est de 200 exemplaires,
Il y a eu un deuxième tirage au moment où j'ai sorti la vidéo, et donc je crois qu'en tout, il y a eu 400 ou 450 exemplaires. Mais si ce que je vous dis vous fait des petites léchouilles et que ma vidéo vous a plu, eh bien le jeu est disponible sur leur site maintenant en print and play, parce que vous allez le voir, parce que de toute façon je crois que sur ce jeu là il n'y aura pas d'insert, parce que je ne pense pas trouver facilement des photos, et j'ai pas envie d'en faire, et bien finalement c'est un simple jeu de cartes, avec quelques petits tokens, mais vous voyez déjà les tokens qui sont proposés dans le truc sont vraiment des trucs en papier mousse, en papier plume, pardon, que vous pouvez faire totalement de votre côté. Ce jeu est très simple, il vous propose de survivre à une invasion de zombies. En fait, mieux que ça, il vous propose d'explorer la campagne jusqu'à arriver jusqu'à, j'allais dire Providencia, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, Fantasmagoria, comment s'appelle cette ville ? À Redemptia, tout simplement. Et sauf que, à Redemptia, à l'arrivée, ils ne vous laissent pas rentrer comme ça. Ils sont pas racistes, ils vont pas regarder votre couleur de peau, mais ils vont regarder votre CV. Qu'est-ce que vous avez fait de bien, qu'est-ce que vous avez fait de mal, est-ce que vous risquez de foutre la merde? Et donc, vous allez avoir deux parties dans ce jeu. La première partie est d'aller explorer les villes ou les campagnes. Vous voyez qu'il y a deux types de couleurs des cartes. Il y en a une qui est potentiellement plus dangereuse que l'autre. Et donc, vous allez aller explorer ces cartes qui vont vous potentiellement vous niaquer, vous faire du mal, etc. Sur chaque carte, souvent, il y a plusieurs cartouches. Alors, c'est pas le cas de celle-là, c'est pas le cas de celle-là, c'est pas le cas de celle-là, voilà, c'est le cas de celle-là. Et ces cartes-là, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous les affrontez. Les affronter, généralement, vous subissez les dégâts, vous subissez les trucs, et dans ce cas-là, elle est mise ailleurs, c'est tout bon. Soit vous avez, alors j'ai plus le terme, mais soit vous allez, j'ai vérifié, donc soit vous allez les éviter, soit vous allez les mémoriser. C'est-à-dire que, ok, vous prenez l'effet positif ou l'effet s'il y en a un qui est validable, et vous le mettez dans votre pioche, dans votre deck que vous allez constituer petit à petit. Et arrivé à Redemptia, vous allez reprendre votre deck que vous avez constitué, et là vous allez faire les effets qui se font à la phase de mémoire. Et donc, à vous de faire en sorte d'avoir les cartes placées dans le bon sens, d'avoir les ressources disponibles, les personnages pour vous protéger, parce que si jamais vous mourrez pendant cette phase, et ben vous êtes, enfin mourrez. Si vous avez un game over pendant cette phase, eh bien vous n'êtes pas accepté à Redemptia. Donc vous avez deux phases, vous avez vraiment cette première phase d'exploration et de gérer vos trucs, parce que c'est à cette phase-là où vous allez pouvoir enterrer vos personnages et donc mourir, et au bout d'un moment, si vous avez trop de personnages enterrés, c'est game over. Mais souvent, ces dangers-là, vous avez envie de les accepter, parce que ça veut dire que ces dangers-là, vous les ressentez pas maintenant, mais sauf que vous devrez les affronter à votre phase de mémoire. Donc c'est un jeu qui est assez sympa, c'est un petit jeu avec quelques tokens que vous piochez dans le sac, avec finalement que quelques cartes, c'est des règles assez minimalistes, mais avec finalement suffisamment de rejouabilité grâce à ce petit deck de cartes qui va pas être tiré dans le même ordre. C'est assez fun, ça s'emporte partout, c'était pas cher, ça l'est du coup encore moins puisque maintenant c'est un print and play. L'avantage c'est que vous avez 4 personnages différents qui vont twister un petit peu le jeu, qui vont rendre le jeu un peu plus compliqué en fonction de votre personnage, et franchement, une partie, c'est 10 minutes. On a envie d'en enchaîner une autre, ça passe vraiment très bien. Je n'ai qu'une envie, mais je sais que ça ne sera pas le cas, c'est qu'il y ait des petites extensions pour rajouter encore plus à ce deck, pour rajouter encore plus de variété, mais ça c'est parce que j'aime beaucoup le jeu. Sinon, en tant que tel, eh bien, il est vraiment totalement suffisant. The Walking Dead, c'est vraiment la petite découverte de cette année, le truc que je n'attendais pas, parce que finalement, c'est pas un éditeur, c'est vraiment une association qui fait ça, donc c'est pas un truc dont on entend beaucoup parler, et franchement, c'est vraiment un super jeu. Je vous le conseille vraiment, mais maintenant il faudra passer par la case des print and play, ou si vous retrouvez un vendeur qui ne spécule pas dessus, parce qu'attention aux spéculateurs, qui sont, on peut se le dire, des grosses putes. Ça c'était le bronze. On va arriver maintenant au top 2, à la médaille d'argent. Celui-ci, je vous en ai fait une vidéo, de toute façon comme tous les autres que je vous ai présentés jusque maintenant, mais je ne vous en ai pas fait de partie solo. Je vous ai juste fait une vidéo de présentation, et c'est je crois que c'est la vidéo de l'année qui a le plus marché, si on retire les tops, parce que les tops ça marche toujours, mais celle-là, elle est je pense maintenant à 11 000 vues alors qu'elle est sortie fin juin, c'est assez dantesque. Il s'agit de Slay the Spire, un jeu qui était obligé d'être dans mon top, puisque mon style de jeu préféré, c'est le deck building. Et un de mes jeux vidéo préférés, c'est Slay the Spire. Le nombre de nuits où j'ai passé à raccourcir mon temps de repos à cause de ce jeu, c'est assez dantesque. Alors, au départ, j'étais ultra dubitatif sur Slay the Spire. Je me suis dit, en voyant les cartes, etc., c'est le jeu de société, c'est le jeu vidéo. À quel moment j'ai envie de jouer en jeu de société à ce jeu vidéo, alors que je prends mon téléphone, je suis en train de faire caca, je peux jouer, je prends mon téléphone, je suis entre deux patients, je peux jouer, je peux sauvegarder, je peux fermer, c'est installé tout seul. Est-ce que j'ai envie de mélanger 15 cartes, est-ce que j'ai envie de préparer 15 pioches, etc. Je me suis dit, ça va vraiment être inintéressant. Je voyais éventuellement
un côté positif pour les joueurs qui voulaient s'essayer en coopératif, parce que ça propose de jouer en coopératif. Mais je me suis dit, ça va être chiant à la mise en place, et puis surtout, dans Slay the Spire, il y a plein d'effets, plein de trucs, etc. Je me suis dit, ça va être chaud, chiant à traquer. Et en fait, le jeu, tout en respectant totalement le jeu vidéo, vous allez reconnaître les cartes, vous allez reconnaître les effets, il a été parfaitement adapté. Tous les effets un petit peu relous, tous les effets un petit peu trop exponentiels qui seraient chiants à calculer ont été changés pour garder toujours une optique. Une carte qui va faire énormément de dégâts va toujours faire énormément de dégâts, mais avec des effets qui sont simplifiés. Ça ne veut pas dire que le jeu est plus simple, ça ne veut pas dire que le jeu est une version bas de gamme, ça veut juste dire que l'adaptation a été parfaitement menée. C'est un jeu qui, certes, il faut quand même mélanger toutes les pioches pour le mettre, mais vous gardez l'essence de Slay the Spire, vous gardez même la plupart des cartes sont similaires, c'est juste les valeurs qui ont été adaptées pour que le tracking des points de vie, des effets, des poisons, tout ça, soit suffisamment simple pour que vous n'ayez pas à vous casser la tête. Mais le jeu garde toujours cette profondeur, cette richesse avec du contenu dantesque, avec la possibilité de débloquer des choses supplémentaires au plus vous allez jouer, etc. C'est un de mes jeux préférés et la version adaptée en jeu de société, elle est parfaite. Il n'y a pas de défaut. Le jeu est cher, mais pas tant que ça, puisque finalement le prix il faut prendre en compte dans ce prix qu'il y a tout des sleeves et qu'il y a quand même foultitude de cartes. Donc certes, je crois que c'est à 90 balles ou un truc comme ça, mais quand vous avez votre Ion Zen à 60 €, si vous voulez aller le sleever, bah vous finissez exactement pareil. Donc, et là, il faut vos sleeves, hein, parce que vous savez que ce sont des cartes que l'on peut améliorer. Donc c'est important de ne pas voir le verso des cartes, puisque bah, il faut que vous sachiez de quel côté il faut jouer cette carte. C'est un jeu qui est parfait. Alors certes, vous pouvez totalement y jouer sur votre smartphone. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le jeu. Mais si vous aimez remuer les cartes, si vous aimez toucher ça, ou si vous aimez mélanger vos pioches, hein, c'est ça le plaisir du deck building, c'est mélanger, récupérer, défausser, mélanger, récupérer, défausser, etc. C'est ce qu'on aime. Et bien, Slay the Spire, il n'y a pas à dire, c'est l'un des meilleurs deck building jamais créés. Oui, il repompe le jeu vidéo, il n'invente rien, mais il l'adapte à la perfection et il n'y a pas à dire. Il n'invente peut-être rien, c'est pour ça qu'il n'est que deuxième et pas premier, parce qu'il n'invente rien. C'est juste une transposition. Mais si on fait fi de ça, qu'on regarde tous les deck building sortis, c'est probablement le meilleur, et c'est tout. Voilà, Slay the Spire, franchement, mon top 2. Et si ça avait été une création originale, ça aurait été mon top 1 de très très loin. Pour le top 1, je voulais juste saluer la nouveauté et féliciter ça plutôt que Slay the Spire qui reste une transposition. Il nous reste que le top 1, mais on va faire une petite pause, les fameuses mentions honorables. En fait, il n'y en aura pas, et je vais juste vous dire un truc, c'est que j'ai adoré Horizon of Spirit Island et il aurait mérité d'être dans ce top. Sauf que, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que finalement, Horizon de Spirit Island, ce n'est qu'une version avec des esprits plus simples à jouer, avec un petit peu moins de contenu de Spirit Island. Je suis convaincu que Spirit Island, une fois que j'aurai joué avec des extensions, avec tous les boîtes, avec les scénarios, avec les machins, il sera dans mon top ever. Mais du coup là, même s'il est sorti en 2024, Horizon de Spirit Island, que je lui ai mis un Zugmador que je l'aime beaucoup, et bien finalement ça reste qu'une redite, une repompe, un jeu qui est déjà sorti avec juste du contenu un peu plus allégé, un peu plus cheap pour avoir un prix moins cher. Donc c'est pas vraiment une vraie nouveauté 2024, donc je ne l'ai pas inclus. Mais si c'était vraiment strictement, on réfléchit pas à ce qu'on met dans le top, il aurait évincé Redwood, Redwood aurait été 11e, et Horizon de Spirit Island, je sais pas. Il aurait été en tout cas dans le top 5, il aurait été peut-être après Unmatch parce que, ouais, il aurait peut-être été 5e quand même. Enfin bref, voilà pour la petite mention honorable, il mérite, mais comme c'est une version, une V 1.2 quoi, eh bien il a été exclu. Et donc, on arrive sur le top 1 dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne, ni en partie solo, ni dans les Ezogma à quoi du joue, ni je crois que je ne l'ai jamais abordé avec vous, comme si le jeu n'existait pas. Vous avez été nombreux à me demander, toi qui aimes ce genre de jeu, pourquoi tu n'y joues pas? Et à chaque fois je vous réponds, mais si, j'y ai joué. C'est juste que vous ne le savez pas, et ouais, j'ai mes petits secrets, je suis un homme mystérieux. Pourquoi je ne vous ai pas présenté ce jeu? C'est que moi je l'ai reçu après le financement participatif, je l'ai acheté directement via la boutique en ligne, et donc il y avait déjà pléthore de vidéos sur le jeu, tout le monde a sorti une vidéo dessus, beaucoup ont sorti 2, 3, 4 vidéos dessus parce que le jeu est un peu long et va se dérouler en actes, un peu comme Slay the Spire, donc clairement ça donnait envie de dégueuler. Il y avait de Lord de Veyel, le deck building tactique, de partout sur YouTube, et je me suis dit, qu'est-ce que moi je vais vous apporter? Rien du tout. J'avais failli en faire une vidéo comme Slay the Spire, parce que comme une partie c'est trop long, ça
ça ne pouvait pas tenir, hein. Moi j'ai un objectif de faire des vidéos de moins d'1 heure, je ne pouvais pas vous présenter une partie complète. Est-ce que je fais juste une critique, une présentation comme Slay the Spire? Je me suis dit, le temps que j'y joue, parce que le jeu est long, donc le temps que j'ai eu, j'ai pas encore énormément de parties en vrai, hein. Je crois que je vais être à 12 parties dessus. Enfin, quand je parle de parties, moi je parle d'entièreté, hein. Je parle pas juste un acte, une partie, parce que ça c'est un peu triché au niveau des stats, parce que sinon bah, je vais être à 35 parties, mais ça ne compte pas comme ça. Une partie c'est du début à la fin. Je me suis dit, le temps que j'ai suffisamment de recul pour faire un vrai avis dessus, finalement, la hype sera passée, et de toute façon, il y a eu déjà tellement de vidéos dessus que vous n'avez pas besoin de moi pour connaître l'ordre de Veyel, le deck building tactique, et pourtant, je le mets en top 1 aujourd'hui. C'est un jeu qui est excellent. Alors je vous ai dit, il y a 5 minutes, même pas, si vous avez été attentif, que Slay the Spire était le meilleur deck building jamais sorti. Eh bien, je le pense toujours. Slay the Spire, pour moi, reste meilleur que l'ordre de Veyel. Mais, encore une fois, là, je récompense la nouveauté. Slay the Spire, c'est le meilleur deck building jamais sorti, mais c'est une édition, une transposition de jeu vidéo. Hein, ce jeu a finalement, je sais pas, 7 ans, je sais plus de combien de temps il est sorti, et donc voilà, ça c'est une nouveauté, et il est top. Je pense qu'il est clairement dans mes tops deck building également. Il crée quelque chose d'original. Déjà, au niveau du deck building, il est très original, c'est qu'on ne va pas acheter des cartes. Dans la plupart des deck building, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas non plus dans Slay the Spire, c'est qu'on va jouer des cartes soit pour leur puissance, soit pour l'argent qui va nous procurer à la phase de revenu. Et à cette phase de revenu, on va acheter des cartes. Là, non. Quoi qu'il se passe, si vous gagnez le combat, et donc vous êtes toujours en vie, hein, parce que vous allez affronter 4 phases de combat différentes, la 4e étant le boss de fin, eh bien vous allez recruter des cartes. Comment vous allez recruter des cartes? Eh bien vos personnages que vous allez choisir vont avoir des affinités, et donc tout simplement, à la fin de la manche, vous allez récupérer un certain nombre de cartes de chaque affinité de votre héros, et parmi ces cartes, vous allez en choisir à chaque fois une. Tout simplement, c'est gratis. Il n'y a pas une notion de « ah, j'ai pas assez de thunes », etc. Donc ça perdure pas mal de joueurs de deck building d'avoir finalement toutes ces cartes qui sont gratuites. Il faut juste gagner le combat, et vous choisissez celle que vous voulez pour chaque affinité. Mais le jeu s'appelle le deck building tactique. Et oui, finalement, je prends plus ce jeu comme un jeu tactique, comme un tactical RPG, que comme un vrai deck building. Pour moi, le deck building ici, c'est pas la mécanique de base, c'est une mécanique secondaire qui permet le fun. C'est un jeu vraiment tactique, où vous avez une grille, où vous allez placer vos cartes. Alors jouer en solo, jouer à 3 personnages, ça se joue très bien et ça permet vraiment d'avoir cette profondeur et cette coopération. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous débrouiller tout seul, il va vraiment falloir un personnage éventuellement un tank, un personnage de soutien et un personnage qui va faire du DPS. On a vraiment un peu cette triade assez classique. Vous n'êtes pas obligé de le jouer comme ça, mais ça rend les jeux un peu plus simples. Et donc vos cartes vont vous permettre de vous déplacer, de déplacer votre personnage sur la grille pour pouvoir être à distance des ennemis, ou au contraire au corps à corps des ennemis pour leur faire des dégâts, ou pour pouvoir placer des choses sur le terrain, et vous allez jouer vos cartes, sachant que chaque personnage, et je crois qu'il y a une quarantaine de héros, une trentaine, je sais plus, de héros différents, ils ont des decks de base qui ont quasiment toutes les mêmes cartes, mais ils ont chacun des petites cartes qui leur sont spécifiques, qui vont être améliorées petit à petit. Hein. À la fin du premier combat, vous passez au niveau supérieur, et donc finalement vous récupérez des cartes qui vont faire que le personnage va s'axer un peu plus dans une stratégie, un peu plus dans son archétype de gros bourrin, de poseur de pièges, etc. Et donc, vous avez un vrai jeu de stratégie où il va peut-être falloir se buffer, il va peut-être falloir se heal, il va peut-être falloir tanker, il va vraiment falloir réfléchir à notre positionnement, et vous avez ce deck building qui intervient, où vous avez un certain nombre de cartes en main. À la fin du tour, vous allez repiocher, le deck est vide, vous remélangez, etc. Et donc finalement, cette mécanique de deck building permet de rajouter un petit peu d'aléa, un petit peu de fun, de « ah merde, j'ai pas la bonne carte maintenant », ouais, ça y est, je vais pouvoir faire un gros combo, plutôt que d'avoir toutes les cartes en main, et où ça rend le jeu, peut-être plus stratégique, mais aussi plus calculatoire. Là, vous faites avec ce que vous avez et vous adaptez. Et à la phase de fin de combat, quand vous récupérez toutes vos cartes, c'est là où vous allez vraiment créer votre archétype. Les cartes sont toutes pétées, toutes. Elles donnent vraiment toute envie de les acheter, mais il va falloir builder son héros, mais builder son groupe. Il va falloir faire une stratégie globale. Si vous faites que des bourrins, vous allez vous faire défoncer parce que vous n'aurez aucune vie, aucun moyen de heal, etc. Et vous allez vous faire défoncer. Et donc, voilà, vous avez que des cartes pétées, mais à vous de voir dans quel archétype créer, dans quel s'orienter, etc. Et c'est un jeu que je trouve formidable. Les parties sont un peu longues, mais vous n'êtes pas obligé d'enchaîner les 4 actes à la suite. La première manche, en vrai, généralement, elle dure 30 minutes. Le premier combat est assez facile. Et d'ailleurs, si vous trouvez le jeu un peu long,
Moi, il y a des parties où je zappe tout de suite le premier combat. Je m'octroie directement une phase d'achat pour passer à la partie d'après. Des fois, je me dis que ok, je me suis fait quelques dégâts. Et ça me fait penser qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que votre deck, ce sont vos points de vie. Plus vous prenez des dégâts, plus vous allez retirer ces cartes et les mettre dans le cimetière. Et finalement, quand vous n'avez plus de cartes, eh bien, c'est game over. Quand vous ne pouvez plus piocher, en tout cas, c'est game over, ou votre personnage est mort. Et ce qui est aussi très intéressant dans cette mécanique, et c'est très important que je vous le dise, vous prenez des dégâts. Vous choisissez pas, vous défaussez les premières cartes. Par contre, quand on vous heal, c'est vous qui allez choisir dans votre défausse les cartes que vous reprenez pour les remettre dans votre deck. Donc finalement, plus vous prenez des dégâts, plus vous épurez votre deck et plus vous retirez les cartes qui vous semblent moins importantes dans le contexte, moins importantes vis-à-vis des adversaires, ou moins importantes parce que ce sont vos cartes de base. Et ça, c'est franchement cool d'avoir cette sensation de plus vous prenez des dégâts, plus vous êtes puissant, et donc à vous de gérer ça pour ne pas parer tous les dégâts, parce que si vous prenez pas trop de dégâts, vous gardez avec vos cartes un peu de base, un peu nul à chier. Donc c'est important d'aller finalement se prendre des coups, et c'est une idée qui est très, très amusante. Et donc je sais plus où je voulais en venir quand je vous ai dit ce que je disais juste avant quand je vous ai dit ça, mais du coup voilà, c'est vraiment un jeu avec de la stratégie. Ah oui, je vous disais que moi des fois je zappais la première manche, que finalement je me défaussais quelques cartes aléatoirement pour faire genre que j'avais pris des dégâts, et comme ça permet de squeezer une manche. En vrai, une partie complète, si on fait tous les trucs, en niveau moyen, allez, ça va durer 2 heures. Ah, sauf si vous êtes long à réfléchir, mais moi avec 3 personnages, globalement ça dure 2 heures. Souvent, si je meurs avant la fin, bah, ça dure même moins longtemps. Donc c'est pas un jeu qui est si long que ça. Après c'est sûr que si vous jouez à plusieurs, que chacun réfléchit dans son coin, etc., c'est long, mais en solo justement, on va à l'essentiel, on sait dans quelle stratégie on est, on sait quelle carte on a acheté pour tel personnage, donc je pense que le solo c'est la meilleure idée, la meilleure proposition, ça va beaucoup plus vite. Là où je suis d'accord qu'à plusieurs c'est peut-être un peu long. Et du coup, moi j'adore les tactical RPG et je le vois exactement comme ça. En plus de ce florilège de personnages, je suis un petit peu plus long parce que je ne vous ai pas fait de vidéo dédiée et que j'avais envie de vous en parler, il y a des petites extensions qui permettent de twister, de rajouter des malus ou des modifications du tableau de jeu qui va faire que chaque combat, même si vous avez les mêmes decks, les mêmes adversaires, cette carte-là va twister un petit peu ce qui va se passer. Et ça c'est franchement chouette aussi. Après, s'il y a un défaut, c'est que finalement, ces personnages rentrent déjà dans des archétypes. Et donc, quand vous jouez, alors j'ai plus de nom, le paladin, par exemple, eh bien, même si je vous ai dit que toutes les cartes que vous allez builder sont ultra puissantes, il y a quand même des cartes qui n'ont aucun lieu d'être dans cet archétype paladin. Donc comme ces personnages sont déjà orientés, vous ne pouvez pas dire, bah les couilles, ce personnage le joue vraiment différemment. Non, il faut aller un peu s'axer dans cette stratégie. Alors cette même stratégie, ce même archétype peut prendre plusieurs cartes différentes, et puis de toute façon, vous n'avez que 4 cartes rouges quand vous jouez un personnage rouge, donc il va bien falloir choisir laquelle de ces cartes-là vous prenez. Vous ne pourrez pas créer vous-même votre deck, vous devez vous adapter, mais c'est vrai que on est un petit peu orienté, il y a vraiment des cartes qui n'ont pas lieu d'être, et donc si vous jouez toujours la même triplette de personnages, ou la même doublette, vous allez faire toujours un peu les mêmes decks, avec des cartes qui semblent meilleures et qui sont meilleures en fonction de votre archétype. Donc clairement, faites-vous un kiff, vous avez plein de personnages, vous en tirez 2 de manière aléatoire, et après, le troisième, vous le choisissez pour faire un archétype qui est viable, une triplette, une trinité qui est valable. Et après, vous jouez, mais voilà, il faut se rajouter un petit peu d'aléa, un petit peu de contrainte, parce que sinon, vous risquez d'avoir l'impression de faire toujours un peu les mêmes choses, et parce que vous allez avoir votre personnage préféré, et dès que vous avez ces cartes qui sortent, vous les fêtez, vous les rajoutez. Finalement, comme chaque deck building, il y a toujours des archétypes qui se démarquent, qui vous essaient d'atteindre cet archétype. Mais là, voilà, pour moi, certains trouvent que c'est un deck building un peu long et avec un deck building un peu restreint, c'est parce que c'est un jeu tactique avec une mécanique supplémentaire de deck building. J'ai été long sur l'ordre de veille tactique, mais j'en avais jamais parlé sur la chaîne, donc je voulais expliquer à quel point j'aimais ce jeu, ce qui le rendait particulier, et expliquer aux détracteurs de ce jeu, qui ont le droit de ne pas aimer, on ne peut pas plaire à tout le monde, pourquoi moi je le trouve intéressant et pourquoi je le mets en top 1. Et finalement, comparer Slay the Spire et Lord of the Veil deck building tactique, c'est un peu un non-sens, même si c'est le genre de vidéo qui en fait pas mal de vues, parce que c'est un peu les 2 gros deck building de cette année, mais pour moi ce sont des jeux tellement différents que ce n'est absolument pas comparable, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Mais en tout cas, j'ai kickstarté les autres extensions, donc peut-être que vous aurez une vidéo de Lord of the Veil deck building quand les extensions sortiront en septembre prochain. Ça dépendra de s'il y a déjà 45 000 vidéos sur YouTube ou pas, parce que sinon ça n'aura pas d'intérêt que je sorte la mienne. Voilà, j'avais dit qu'elle durait au moins 40 minutes, là je suis au moins à 57 minutes, donc je sais pas ce que je vais réussir à couper, mais elle va être longue. Et désolé, j'espère que vous avez profité du timer
pour pas m'écouter en permanence. Voilà mon top 10 de mes jeux préférés, en fonction de mes goûts, en fonction de mon temps de jeu, en fonction de ma place sur la table. Bien sûr, vous aurez un top 10 totalement différent. N'hésitez pas à me le partager, parce que je suis toujours très curieux de voir ce que pensent les autres des jeux, quels sont les jeux dont j'aurais pu totalement oublier, hein. Je peux passer à côté de certains jeux, et donc dites-moi en commentaire que ça me donne envie de m'y intéresser, mais toujours en gardant à l'idée qu'il faut que ça soit jouable en solo et que ce sont vos propres goûts. Donc n'allez pas venir me dire, comme certaines personnes qui reviennent régulièrement, t'y connais rien parce que t'as pas mis ça. Les vieux frustrés, vous me cassez les couilles au bout d'un moment. Voilà pour cette petite conclusion un petit peu champêtre. N'hésitez pas à partager, à commenter, puis nous on se dit à très bientôt pour la vidéo. Ciao ciao.